Salut Donald, bonjour à tous. Petite vidéo, ça fait partie des trois dont je vous parlais dans la première. Euh, alors c'est une vidéo que je fais, alors que je vais essayer de faire assez rapidement. Ça concerne l'agnistoma. L'agnistoma, c'est la cérémonie spirituelle, le sacrifice si vous voulez, avec consommation du soma. C'est le sacrifice de base de la spiritualité védique. Hein. À partir de là, on en a fait d'autres. Ils ont fait d'autres sacrifices, le Jyotistoma, enfin bon, il y en a tout plein. Mais la base, c'est celui-là. Alors, nous avons de la chance, nous les francophones, c'est que nous avons un gars qui a fait un travail monstrueux qui s'appelle Willem Caland, qui est un Français, même si ça n'en a pas l'air comme ça, et qui a, qui a fouillé, qui a décortiqué tous les brahmanas, les puranas, voilà, et les aranyakas, pour reconstituer l'agnistoma, la cérémonie. Il a fait le boulot tellement bien que vous avez tous les détails, y compris les partitions pour les chansons, pour les chants, les partitions, hein, avec le rythme, les paroles. Vous avez tous les détails dans le moindre détail. C'est un bouquin en 2 tomes que vous trouverez sur forgottenbooks.com. .com, je suis pas sûr. Vous tapez Forgotten Books dans Google et vous arrivez dessus. C'est une mine d'or, ce site-là. Là, vous allez trouver des tas de bouquins qui ont été écrits et qui sont tombés complètement dans l'oubli, comme d'où le nom du machin. Celui-là vaut vraiment la peine. Il y a un tas de cochonneries, allez, je ne vais pas dire des gros mots. Il y a un tas de cochonneries qui sont sans intérêt, et puis même quelquefois des trucs assez délirants. Mais je mets la lumière. Oula, la lumière fut. Ouais, et j'ai lu un type qui a fait paraître dans l'histoire universelle chez Gallimard au début du XXe siècle, comment les Aryas ont quitté le Brahmavarta, donc le territoire entre la Sarasvati et la Drishadvati, comment ils ont quitté ce territoire-là et sont étendus sur tout le nord de l'Inde pour constituer l'Aryavarta. Hein, L'Aryavarta, c'est tout le nord de l'Inde, d'un océan à l'autre. C'est ce qui sera après la période du Rig Veda. Le gars, il a complètement fantasmé, il racontait des combats, des machins, et incroyable. Non, alors autrement, vous prenez donc l'agnistoma, ça c'est du sérieux, et vous allez voir comment ça se passait. Alors, c'était un sacrifice qui durait 5 jours. Les sacrifices pouvaient durer de 10 minutes à 1 an. Ça pouvait durer 1 an. Ça a duré plus d'une fois 1 an. Et ça a coûté une fortune à celui qui offre le sacrifice. Parce que tous les maîtres de maison, donc tous les gens qui financièrement étaient un petit peu plus à l'aise que les autres, et qui avaient des postes de dirigeants, de responsabilité dans la société, ils devaient boire le soma. Hein, ce qui explique après. Bon, je reviendrai tout à l'heure là-dessus. Voilà. Donc, alors, dans les premiers jours, il faut préparer tout. Donc, le sacrifiant et sa femme, la femme n'est pas du tout mise à l'écart. Elle participe avec le sacrifiant. On les lave, on rase le sacrifiant, on rase pas la femme. Tous les poils, les cheveux, les sourcils, sauf les poils pubiens, je crois. Mais encore, je suis pas sûr. Donc la femme, on la rase pas, mais on la lave. Et c'est un prêtre qui s'en charge. Bon. Et
Et donc, ils offrent le sacrifice, et ceux-là, on les lave. Hein, on les lave, on les rase, et après, le sacrifiant n'a pas le droit de se gratter avec ses ongles. Hein, s'il a envie de se gratter, il doit prendre une corne d'antilope et se gratter avec la corne d'antilope. Pareil quand il va faire pipi, et je suppose que pour la femme ça devait être pareil, il devait soulever une meute de terre, faire son pipi et remettre la meute de terre avec la corne d'antilope. Corne d'antilope qu'on retrouve sur les sceaux de la civilisation de l'Indus, dans l'animal composite là, qu'on appelle un unicorne. C'est qu'un corps de taureau, une tête de cheval et une corne d'antilope. Une seule. Hein, c'est pour ça qu'on l'appelle un unicorne. En français, on ne dit pas licorne, parce que comme on a l'image d'un cheval. Bon, bref. Alors, donc, il y a le premier jour, on les nettoie, donc purification, et en même temps, on négocie le terrain, parce que tout se passe dans un terrain à l'air libre, c'est pour ça qu'il n'y a pas de temple, il n'y a pas besoin d'avoir de temple. Tout se fait à l'extérieur. Pour la communion avec la nature, c'est beaucoup mieux d'être directement dessous qu'avec un toit qui nous sépare. Même si les limites physiques, etc. Bon, bref. Alors, donc, on négocie ça. On commence pendant les 5 jours, hein, c'est ça. Alors, ça n'arrête pas, c'est des mantras. C'est... alors, vous avez tout le détail dans les bouquins, bien sûr. Vous avez plein de petits rites qui sont... On va s'occuper de ce feu-là, on va s'occuper de ça. Là. Tout ça se fait en même temps qu'on construit l'aire sacrificielle. On délimite bien tout ça. Quand tout est prêt, on creuse des trous pour que quand on va à l'endroit où on va écraser le soma, on creuse des trous en dessous pour que ça résonne un peu plus fort. C'est pour ça qu'on dit que le soma hurle. Alors, en fait, il fait un peu de bruit, mais quand on l'écrase et puis quand on le verse, mais presque rien. Hein. Mais bon, la poésie. Alors, ça, c'est ça, c'est les 4 premiers jours. Les 4 premiers jours, on fait tout ça, on entretient. Alors, ils dorment peu, et ils ne mangent que du yaourt. Pendant 4 jours. Que du yaourt. La nuit du 4e au 5e jour, ils ne dorment pas. Le sacrifiant et sa femme ne dorment pas, les prêtres non plus, et ils jouent au dé pendant ce temps-là, hein, pour ne pas s'endormir. Et quand le matin commence à pointer son nez, hop, on prépare tout pour le sacrifice, on écrase le soma, on le prépare, hein, et un peu avant que le soleil se lève, donc quand les lueurs de l'aube sont déjà bien avancées, on boit le soma, et comme ils n'ont pas dormi, comme ils n'ont pas mangé depuis 4 jours en dehors de yaourt, l'effet est assez rapide. Je pense qu'en un quart d'heure, 20 minutes, ça devait être le cas. À ce moment-là, le soleil se lève, parce que on fait tout tourner vers l'est, hein, bien entendu. Donc le soleil se lève, paf, et en même temps, tu as le soma qui fait son effet, paf. Hein. Que dire de mieux? Voilà. Alors, dans la préparation du soma, donc dans la préparation du sacrifice, on achète le soma, on le trie, on le mesure. Donc on achète le soma. Alors pour savoir la quantité, donc il en faut, parce qu'il y a 16 prêtres plus le sacrifiant et sa femme, ça fait 18 personnes. J'ai même lu que quelquefois il pouvait y avoir une 19e personne, un autre prêtre qui est supplémentaire qui pouvait intervenir aussi, donc bon, on n'est pas loin de la vingtaine. Pour tout ça, il faut des plants de soma. Quelle quantité? Eh bien, la quantité, c'était des... Alors, plouf, je recommence. C'était probablement des champignons. Hein, puisque d'après le texte et les descriptions, je ne vois pas trop ce que ça pourrait être d'autre.
Donc les champignons, donc des psilocybes, qui contiennent la psilocybine, il les cueillait frais, bien entendu, et puis après il les mettait tout de suite à sécher pour pouvoir les conserver, parce qu'il n'y avait pas de frigo à l'époque. Et avant de pouvoir redescendre dans la vallée, vendre ça à tout le monde, bon, il fallait conserver. Donc les plantes, c'est des champignons tout minces, hein, déjà en temps normal, mais alors séchés, il n'y a plus grand-chose. Parce que un champignon est composé à 90% d'eau. Si vous le faites sécher, hein, il devient tout petit. Donc c'est des fibres, amchou. Hein, le mot qu'il décrit le mieux, c'est amchou. Amchou, ça veut dire fibre. Filament, fibre, filament. Alors, ils étalaient sur une peau d'antilope noire les plants de soma séchés, les uns à côté des autres, comme ça, et ils mesuraient avec les doigts, comme ça, un empan. Deuxième, c'est un empan moins un doigt, un empan moins deux doigts, un empan moins trois doigts, et voilà. Donc ça faisait une certaine quantité, mais ça fait beaucoup, hein, parce que, par exemple, celui qui a inventé, pardon, celui qui a découvert le LSD, c'est Albert Hoffman, et il a fait aussi, après avoir découvert le LSD, il en avait pris pour déjà voir ce que c'était, et ensuite il y avait pris goût, il en a repris de temps en temps, et dont la dernière fois à 95 ans. Oui, madame. Et donc, lui, il en avait pris, et la quantité, la dose pour les champignons séchés, c'est 5 grammes. 15 grammes s'ils sont frais, 5 grammes s'ils sont séchés. Et donc, il en avait pris pour 5 grammes. Il y avait, je ne suis plus sûr du chiffre, mais je crois que c'est une quarantaine de champignons dans 5 grammes. Bon, je ne sais pas ce qu'il en est exactement, mais puis il y a tellement de sortes de psilocybes que je ne connais pas trop. Hein. J'ai connu la psilocybine, mais sous forme sortant du laboratoire et non pas sous forme champignonesque. L'effet du soma dure entre 5 et 6 heures. On va dire 6 heures, hein, pour le temps de redescendre vraiment. Alors, ils en buvaient 3 fois dans la journée, le 5e jour. Ils en prenaient le matin au lever du soleil, donc c'était la moitié des champignons qui étaient sur la peau d'antilope, la moitié c'était pour le pressurage du matin. Le pressurage du midi et le pressurage du soir, c'était l'autre moitié, la moitié qui restait, donc un quart et un quart. Alors c'était boum, ça démarrait très fort, ça redescendait au bout d'un moment, paf, et ça remontait à midi, ça continuait comme ça redescendait vers 6 heures, et boum, ça repartait au coucher du soleil, donc vers 6-7 heures par là, et ça durait jusqu'à minuit, quoi. Ça faisait 18 heures de voyage. Et en 18 heures, 18 heures, ça, à dire comme ça pour quelqu'un qui ne connaît pas trop le sujet, c'est pas particulièrement impressionnant, mais c'est beaucoup, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Hein, c'est beaucoup, et ça, c'est suffisamment long pour que vous ayez bien le temps de bien que tout se passe bien, quoi. Hein, que vous allez découvrez la réalité du monde, la réalité de tout ça. C'était vraiment au point. Le problème qui s'est passé, c'est qu'il y a eu en 2200 ans avant notre ère, il y a eu une grande et terrible sécheresse sur toute la zone intertropicale et sur toute la planète. Je ne sais pas pour quelle raison il y a eu cette sécheresse, mais elle a existé et elle a fait des ravages dans les coins où il n'y avait pas beaucoup d'eau. Par exemple, l'Arabie Saoudite
toute la péninsule arabique, hein, tout le Moyen-Orient, l'Afrique du Nord, l'Égypte, le Sahara, tout ça. Les États-Unis, euh, voilà, toute cette zone-là, ça a été vraiment, vraiment et ça a duré un siècle, à peu près un siècle. Parce que j'essaie de me renseigner, je lis plusieurs études, et il y en a certaines qui disent que ça a duré 10 ans, d'autres ça a duré 20 ans, mais de plus en plus, maintenant, les gens disent bah, ça a duré à peu près un siècle. Hein, vous voyez, nous, ce que ça donne, une année de sécheresse, c'est la panique générale, un siècle de sécheresse. Mais eux, ça allait, parce qu'ils n'avaient pas une civilisation délirante comme la nôtre, et puis ils avaient de l'eau, beaucoup d'eau. Hein. Il y a du Gange à l'Indus, toutes les rivières qui coulaient là, elles arrivent directement de l'Himalaya, et plus il fait chaud, plus les glaciers fondent, plus il y a de l'évaporation, plus il pleut sur l'Himalaya, parce qu'il pleut quand même un petit peu, c'est pour ça que je parle de pénurie de soma et non pas de disparition, parce que il devait pleuvoir de temps en temps, mais bon alors, si ça pleut comme ça pleut au Pakistan là en ce moment, c'est d'ailleurs sur les anciens, c'est là où ça se passait le Rig Veda, où c'est inondé en ce moment, avec le Pakistan. Comme l'année dernière, là il y a 100 000 personnes qui se retrouvent dans la merde. Bon là je crois que c'est l'Inde qui est un petit peu responsable, mais on ne sait pas trop. Voilà, donc c'était un sacrifice qui était indispensable au fonctionnement de la société. C'est ça enfin, qui est peut-être la chose la plus importante du Rig Veda, avec l'illumination individuelle, bien entendu. Hein. C'est que si vous avez un pays qui est peuplé de gens qui s'intéressent que à la spiritualité concrète, hein, je parle pas de blabla, pas d'adoration, de bhakti ou autre chose. Là, c'est du concret. Il est prévu l'illumination. L'illumination, c'est la première fois. Enfin bon, disons que le voyage je ne sais pas comment le dire, il n'y a pas de bon mot. Enfin bon, bref, je ne sais plus ce que je voulais dire. C'est quelque chose de formidable et que oui voilà, ça apporte, ça change les esprits parce que déjà pour le vouloir, il faut déjà avoir l'esprit prêt pour avoir une bonne expérience. Ça peut être très mauvais si on fait ça n'importe comment. Hein. Tous les psychédéliques, c'est bien connu, il faut faire ça avec précaution. Hein. Il faut que ce soit ritualisé d'une certaine manière, parce que si c'est pour prendre des psychédéliques et puis aller écouter les Rolling Stones, ouais, mais c'est pas la peine. Enfin, à mon avis. Donc les gens, il fallait qu'ils soient dans une démarche spirituelle, ils l'étaient. Ils avaient parce que de toute façon, s'ils ne pouvaient pas faire les sacrifices, ils changeaient de caste. Hein, ils devaient redevenir dans la population ordinaire. Et ça, ça se faisait pas. Donc tout se passait bien et tout se déroulait bien. Il n'y avait pas de guerre. Ça explique pourquoi il n'y avait pas de guerre, pourquoi il n'y avait pas d'étalage de luxe, pourquoi il n'y avait pas d'étalage de richesse, pourquoi il n'y avait pas d'esclaves, pourquoi tout ça s'explique. C'était un fonctionnement communautaire et sympa. Hein, sympa, avec des gens qui avaient autre chose dans la tête que d'être plus fort que leurs voisins ou de pouvoir partir en vacances. Hein, c'était une grande spiritualité, mais joyeuse, pas du tout un truc sinistre, hein, avec respect de tout le monde. Sauf après, une fois que ça a commencé, que la pénurie de soma, après la sécheresse, quand la pénurie de soma est arrivée, ça a commencé à se dégrader un peu, mais avant d'en arriver aux lois de Manu, par exemple, hein, qui seront écrites sans doute plus d'un millénaire après. Avant d'en arriver là, c'est que il s'est passé beaucoup de choses. Voilà.
Donc voilà, hein, je vous fais un petit résumé. Donc 4 jours de préparation de l'esprit. Le jour de la consommation du soma, on y va pour 18 heures. C'est parti pour 18 heures. Et après, bah, vous êtes peace and love. Comme quoi, on n'était pas si éloigné que ça, finalement. Bien, voilà, je vous remercie tous d'avoir écouté. Et je vais faire des sous-titres maintenant, ce qui est un peu chiant, mais on verra. Alors, Kenavo Danol, merci à tous. Si vous voulez le texte du Rig Veda, enfin pour l'instant il n'est pas encore tout prêt, hein, puisqu'il faut que je corrige et que je mette en forme. Donc dès que c'est fait, je mets sur rigveda.fr. Et les hymnes en vrac sont sur academia.edu et vous tapez mon nom et tous les trucs vont s'afficher. Il y en a qui sont vraiment très intéressants et ça mérite vraiment le temps d'être lu et d'être décortiqué. Bon, c'est ce que je vais faire maintenant après l'avoir traduit. Bon, j'ai quand même compris pas mal de choses, mais maintenant que je l'ai traduit, je vais tout repasser au peigne fin et essayer de voir ce que je peux apprendre d'autre de plus sur la vie de ce peuple-là il y a entre 4 et 6 000 ans. Voilà, bon, allez, Kenavo Danol, au revoir à tous, et je vous souhaite plein de bonnes choses. Comme d'habitude, de toute façon, je n'aime pas trop souhaiter du mal aux autres. Kenavo Danol.